Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 10e édition de la saison 2017-2018 d'Informatique News Hebdo, le premier hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour analyser et décrypter cette actualité, je suis comme chaque semaine en compagnie d'un rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, pas mal d'actualités au menu de cette émission. Première information, en tout cas premier événement, hein, qui a marqué la semaine, c'était OpenStack Summit qui se déroulait cette année à Sydney et pour lequel nous avions un envoyé spécial en la présence d'Alain Barreto. Et évidemment, on a souhaité un peu revenir sur les annonces qui ont eu lieu à l'occasion d'OpenStack, notamment du côté de chez Red Hat, je crois. Oui, alors donc effectivement pour l'OpenStack lui-même, en gros c'est 2 fois par an, hein, à chaque fois c'est dans un coin du monde plus éloigné possible, si je puis dire. Et donc c'est l'occasion pour présenter la nouvelle version, parce qu'ils ont 2 versions par an, donc, et chaque version commence par une lettre et on fait tout l'alphabet, donc on en est à la lettre P puisque c'est la version Pike. Et donc c'est un peu l'occasion de faire le point sur l'évolution d'OpenStack. Donc OpenStack, c'était... Alors ils font à chaque fois une enquête utilisateur pour savoir comment les choses évoluent. Et pour l'année 2017, on arrive à 1000 déploiements. Alors évidemment, il faut quand même se rendre compte que déployer OpenStack, c'est pas déployer... Oui, c'est pas installer 10, Office 2000, ou Office, c'est un peu plus compliqué. Donc 1000, c'est 2 fois plus que l'année précédente. Donc ça veut dire que ça augmente de manière importante. Comme c'était à Sydney, on a vu l'influence chinoise qui s'est manifestée de manière assez concrète. D'ailleurs, si on regarde où se font les déploiements, on est 1/3 aux États-Unis, 1/3 en Asie maintenant, donc c'est à peu près le même nombre, et 20% en Europe. Donc ça veut dire que... Et à cette occasion d'OpenStack donc à Sydney, il y avait la société Tencent. Donc Tencent, c'est WeChat, c'est l'équivalent de Facebook en Chine. On sait qu'en Chine, la Chine a ses propres GAFA, et donc à son propre Facebook, c'est WeChat. Et là, on parle de 1 milliard d'utilisateurs, parce que c'est le marché chinois. Et donc, eux, ils ont fait un déploiement OpenStack qui s'appelle Testack. Et donc, c'est 75 personnes qui ont travaillé sur le projet, donc on voit un peu la dimension. Et donc ça montre, je dirais, l'influence et l'importance de cette zone Asie-Pacifique. Et à cette occasion-là, donc effectivement, Red Hat a fait deux annonces assez importantes. On a eu l'occasion de rencontrer le responsable OpenStack chez Red Hat. Qui est un Français d'ailleurs. Qui est un Français, effectivement. Donc la première annonce, c'est la version 3 de Ceph Storage. Donc c'est le logiciel de stockage et qui a la particularité avec cette version d'intégrer les 3 modes, les 3 modalités de stockage, parce que jusqu'à présent il n'y en avait que 2. Donc on a le fichier, hein, c'est ça. Voilà, le stockage bloc, le stockage objet, et il rajoute le stockage fichier. Et donc en gros ça veut dire qu'on met ces 3 modes sur un même matériel d'hyperconvergence, et donc ça veut dire que on peut choisir sur ces 3 modes-là, au lieu d'avoir un matériel pour stockage objet, un matériel pour etc., on a un pour les 3, ce qui fait que c'est plus souple, et 2, on a moins besoin de former les gens, puisqu'ils ont accès à ces 3 formes. On est peut-être plus indépendant de X ou Y fournisseurs de hardware. Exactement, ça c'est aussi un point important. Donc c'est dans le cadre du SDN, Stockage Defined Network, donc c'est une évolution assez importante. Donc ça c'était la première annonce. Et la deuxième annonce, c'est l'OpenStack Platform, donc c'est la version 12, qui, on a déjà parlé à plusieurs reprises pour d'autres fournisseurs, qui montre l'importance de plus en plus grande des conteneurs. Et donc cette version 12, elle est conteneurisée, si je puis dire, et elle permet d'utiliser donc OpenShift pour déployer OpenStack, donc de manière un peu standardisée, si je puis dire. Et donc l'idée, c'est qu'avec cet OpenShift, donc qui fait appel à Kubernetes, le logiciel d'administration des conteneurs, qui a été développé au départ par Google, de déployer de manière un peu standardisée l'ensemble des services. Donc c'est une avancée assez importante et assez intéressante de Red Hat. Donc je dirais,
l'OpenStack Summit en soi-même, et puis les annonces de Red Hat en matière qui est un des grands supporters d'OpenStack, bien sûr. Alors, sachant qu'un autre point aussi qui est à montrer, c'est que, en fait, ces déploiements dont on a parlé, 1000 déploiements en 2017, c'est encore principalement des sociétés du secteur, donc sociétés du secteur IT et télécom, qui représentent encore les 2/3 des déploiements. Donc ça, c'est quand même significatif. Donc je dirais que c'est un produit technique, on le sait, qui est utilisé par les gens des entreprises du secteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est encore principalement, si on regarde toutes les formes du cloud, je dirais qu'en gros, c'est pour faire du cloud prémisse sur son data center. C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises ont leur data center et déploient OpenStack chez elles. Ça représente 70% des déploiements. Et le reste, c'est soit du cloud public, mais c'est encore marginal, très marginal, ou du cloud privé, mais off-premise, c'est-à-dire chez un colocataire ou un hébergeur. Enfin, voilà, un hébergeur. Donc voilà la réalité. C'est la réalité qu'on connaissait, mais enfin qui reste encore d'actualité. Ouais. Alors, j'allais dire, finalement, on reste un peu dans le même ordre de principe, puisqu'on va parler d'open banking. Alors, je ne suis pas sûr que pour nos lecteurs et nos internautes, ce soit forcément une notion très très claire, mais une nouvelle directive de la Commission européenne qui va obliger nos banques, enfin les banques en général, à standardiser et ouvrir leurs jeux de données. Grosso modo, je fais un résumé un peu rapide. C'est exactement ça l'idée. Donc c'est la directive PSD 2. Donc il y a la PSD, la première version, puis là c'est une deuxième version qui va beaucoup plus loin. Et donc PS c'est pour. C'est pas PlayStation. Non, c'est pas. C'est les services de paiement. En fait, la directive sur les services de paiement réactualisée, qui va commencer à entrer en vigueur à partir de 2018. Donc je crois là c'est encore un peu flou. Elle va le faire un peu par étape. Et donc l'idée, comme vous l'avez dit, c'est que jusqu'à présent les banques étaient extrêmement jalouses de leurs données. Bon, on comprend assez bien pourquoi d'ailleurs. Et donc, en gros, si vous aviez, je ne sais pas moi, 5 banques, vous recevez 5 relevés bancaires et donc vous devez suivre 5 comptes différents, alors que, évidemment, on pourrait penser que votre intérêt à vous, c'est de suivre votre patrimoine, si je puis dire, de manière globale. Donc, cette directive, elle va, je dirais, contraindre les banques à ouvrir leurs données via des API, évidemment avec le consentement du client du compte. C'est clair. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il va en récupérer je dirais, des bénéfices, des avantages, il va récupérer des services nouveaux. Donc cette ouverture, cette exposition des données va se faire via des API, sachant que en gros l'idée, donc la directive impose ce mode d'exposition, mais elle ne définit pas, il n'y a pas de standardisation des API, les modalités, les banques font un peu ce qu'elles veulent. Donc c'était à l'occasion d'une présentation qui a eu lieu à Londres. Donc je dirais que c'est une véritable révolution dans le monde bancaire qui est en marche, parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas d'acteurs. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des fintech qui arrivent là, parce que jusqu'à présent, comme en gros il n'y avait rien à faire, rien à voir, c'était compliqué d'agir. Et là maintenant, il va y avoir tout un tas de données qui vont être exploitables, et donc toutes ces sociétés ne vont avoir qu'à se poser la question de savoir quels sont les services que je vais pouvoir offrir à partir de ces données. Et à l'occasion de cette présentation qui a eu lieu à Londres, qui a été faite par la société Ondot System, dont on a déjà parlé, il me semble, parce qu'elle était présente à l'occasion de la conférence organisée par NetEvents à San José. Donc Ondot System, en fait, utilise cette ouverture des données pour faire en gros ce qu'elle appelle de la gestion de cartes de crédit virtuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et donc elle est obligée évidemment pour ça d'avoir des accords avec les différentes banques. Et donc en gros vous avez une carte bleue chez Société Générale, donc pour l'instant vous avez la carte plastique physique, et c'est comme ça que vous réglez. Bon, maintenant il est sans contact, c'est déjà une évolution, mais enfin c'est une évolution qui est, je dirais, relativement modeste dans la mesure où vous ne pouvez rien faire avec, vous payez, point. Et après, vous recevez vos relevés de carte bancaire. Là,
vous allez pouvoir finalement gérer votre carte bancaire sur votre smartphone. Donc déjà, payer avec le smartphone, bon, ça, payer avec le smartphone ou de la carte, c'est pas très important, mais pouvoir agir sur la gestion de cette carte de crédit. Il y a 36 use cases possibles, enfin des cas d'utilisation, pour parler en bon français. Imaginons par exemple que vous avez un enfant qui a 15 ans, vous voulez lui donner une carte de crédit pour des facilités de paiement. Et vous avez confiance, mais peut-être pas à 100%. Ben, vous pouvez imposer un certain nombre de contraintes sur l'utilisation de cette carte de crédit. Vous pouvez dire, s'il va à l'étranger, il ne pourra pas l'utiliser. Si c'est des achats, je vais fixer la limite à 100 €, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous pouvez gérer votre carte. Je fais le travail de mon banquier, en fait, là. Ce que mon conseiller banquier, conseiller bancaire fait, sauf que je le fais en live, quoi. C'est l'évolution générale. Hein. On donne tout aux clients, mais finalement, les clients, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression de pouvoir agir sur leur propre destinée, si je puis dire. Pour employer des mots un peu compliqués. Mais donc ça, c'était un cas d'utilisation très simple, mais il y en a 36 000. Et donc l'idée, c'est que vous avez votre portefeuille, alors je ne sais pas combien vous avez de cartes de crédit, mais si vous avez 10 cartes de crédit, elles seront toutes sur votre smartphone. Donc vous n'aurez plus besoin de... Et évidemment, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il va y avoir la possibilité de recevoir des alertes. C'est-à-dire que là, si vous faites un paiement et puis un paiement sur lequel il y a des problèmes, délai de paiement dépassé, etc., en général, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors que là, on va pouvoir recevoir une alerte et donc en temps réel et agir. Donc c'est un exemple, mais je dirais que des fintechs, il y en a... D'ailleurs, il y en a. Je crois que les Anglais sont les rois de. On a fait publier une petite statistique. Les Anglais sont les rois de la fintech. Bon, évidemment, ça s'explique parce que on sait que Londres, c'est la place financière de la finance. Donc, c'est une révolution qui est en marche et qui est quand même assez significative parce qu'on était sur un secteur qui était pour l'instant relativement traditionnel et fermé. Quoi. Puis au niveau, alors je vous pose la question, au niveau de l'informatique des banques traditionnelles, ça doit être un gros challenge quand même, non? Alors, en fait, ça ne doit pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Oui, bien sûr. Leur gros chantier pour les équipes informatiques, c'est de l'informatique des années. Oui, il y a beaucoup de legacy, comme on dit. Legacy, là, ils sont partis sur l'idée, tant que ça tourne, on touche à rien. Ils ont raison d'ailleurs. Donc effectivement, pour elle, c'est un... Alors en fait, là, si on prend le cas de la société Ondot, elle a développé une plateforme, et une plateforme qui se met... qui va s'interfacer avec l'existant. Et on fait de la communication par message. Donc c'est comme ça qu'on ne touche pas du tout à l'infrastructure, et d'ailleurs les banques ne veulent pas. Les banques ne vont pas sur le cloud, elles gardent leur infrastructure et elles communiquent par message avec des plateformes qui vont pouvoir récupérer les données et les agréger avec d'autres éventuellement. Très bien. Bon, souvent un sujet sur lequel aussi on aura l'occasion de revenir. Alors, autre sujet récurrent dans cette émission, c'est les grandes manœuvres au niveau du cloud. La semaine dernière, c'était Dreamforce de l'autre côté de l'Atlantique, et donc annonce assez stratégique de Salesforce, parce que je me rappelle, Dreamforce, c'est l'événement annuel de Salesforce, qui se rapproche de Google. Pour faire simple, pour dire les choses un peu rapidement, mais c'est un nouveau mariage à la mode. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, tout le monde se rapproche de Google, j'allais vous dire. Bien sûr. On se rapproche des grands. Hein. Il y a 3 grands. Ça aurait pu être Amazon. Ça aurait pu être Amazon. Ça aurait pu être Amazon. Mais enfin, Amazon, pour certaines raisons, ça pose des problèmes. Il faut signaler déjà que maintenant Salesforce est dans une tour à San Francisco qui est la plus haute de San Francisco. Donc c'est quand même l'ascension Marc Benioff irrésistible. Prend sa revanche, parce que c'est un ancien d'Oracle, pour un lecteur qui ne savait pas, prend sa revanche. Et des entreprises de cette taille à San Francisco, il n'y en a pas des centaines. Donc c'est vraiment une réussite totale. Donc c'était le Dreamforce, comme vous l'avez dit, à San Francisco. Et ce qui est intéressant, parce que notre invité de la semaine, Mathieu Brion de Commvault France, nous parle également d'un accord avec Google. Donc on voit bien que... Oui, on a parlé de Rubrik la semaine dernière, qui est aussi un accord...
Nutanix, Nutanix qui parlait d'un accord avec Google. Donc là, l'idée, c'est qu'on comprend bien, un Salesforce CRM se rapproche de Google. Donc dans cet accord, il y a 3 volets. Le premier, c'est que les clients de Salesforce vont pouvoir utiliser la Google Suite pendant 1 an gratuitement. Donc je dirais que ça ne mange pas de pain. Le deuxième, c'est qu'ils vont pouvoir avoir accès à Google Analytics. Donc ça veut dire qu'en gros, ils moulinent tout un tas de données et donc auxquelles ils vont pouvoir agréger les données que Google récupère et mouliner tout ça avec Google Analytics. Bon, là pour le coup, ça coûte de l'argent, hein. C'est pas gratuit. Donc c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est qu'ils vont utiliser Google, parce que Salesforce a ses propres data centers, hein, mais sauf que c'est des investissements qui sont considérables, donc il ne peut pas en avoir partout. Et donc il va s'appuyer sur l'infrastructure de Google pour se déployer de manière encore plus élargie à l'international. Donc 3 points importants. On se souvient que Salesforce avait été assez proche de Microsoft. Et Microsoft d'ailleurs avait failli racheter, on se souvient du montant, c'était plus de 50 milliards de dollars et Marc Benioff avait résisté, donc il a eu raison d'une certaine manière. Bon, évidemment, Microsoft a le problème qu'à son propre CRM, ouais, donc sûr, Dynamics. Il est un peu concurrent. Et puis Microsoft a racheté LinkedIn, hein, on le rappelle, donc il travaille beaucoup sur l'intégration de LinkedIn dans Dynamics, donc là on voit bien qu'il y a une petite opposition d'un côté avec Microsoft et en face un espèce de clan, en tout cas de camp. Oui, alors chaque semaine on a une annonce un peu de ce type-là et on voit bien que finalement autour de ces grandes plateformes de cloud se créent des univers. C'est un peu comme, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme analogie, c'est un peu si on est dans le transport aérien, on a des entreprises qui se mettent en réseau avec les miles, et donc pour permettre d'aller de Paris à Vladivostok, il faut que... c'est sur le même réseau. Voilà. Donc c'est vraiment pour le coup, le secteur est en train de se transformer, de s'organiser. Pour l'instant, on ne sait pas le point d'arrivée, mais c'est en marche. Très bien. Alors, on continue dans les grandes annonces, parce que là, pour le coup, on n'est pas du tout au même niveau de couche, hein, parce que là, on était sur la partie cloud. Là, on remonte vers les couches basses, vers le hardware, puisque c'était une annonce de Broadcom, que nos lecteurs ne connaissent pas forcément, hein, mais qui est à l'origine de tout ce qui est circuit intégré dans l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, et qui se propose de racheter un autre acteur, qui est Qualcomm, qui lui est plutôt orienté sur les processeurs des smartphones, puisqu'il motorise quasiment la totalité des smartphones Android. Donc là, pareil, j'allais dire, c'est du lourd aussi. Alors oui, donc c'est pas fait, hein, c'est en cours. Pour l'instant, il y a eu une offre, et alors le montant est absolument astronomique, puisque c'est 130 milliards de dollars. Donc, oui, ça fait un peu d'argent. C'est absolument considérable. Pour donner une idée, si on essaye de rapprocher des chiffres, l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, ça représente 360 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Donc en gros, c'est le tiers de la valeur de l'ensemble du secteur. Donc c'est absolument... Est-ce que ça va aboutir ? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est... Bon, alors il faut... Sachant que, je vous coupe, Guy, mais Broadcom, c'est lui-même construit en fait en rachetant NXP, un certain nombre d'acteurs du secteur. Voilà, donc effectivement... Il y a eu le rachat de NXP pour 39 milliards de dollars, donc c'était déjà assez important. Il y a eu un certain nombre de rachats ces derniers temps dans le secteur, hein, on en a parlé, Intel, Brocade a été racheté donc, par Avago, qui lui-même s'est rapproché de Broadcom pour former ce pôle-là. Donc c'est un secteur qui est lui aussi, pour le coup, en consolidation absolument considérable, pour une raison qui est un peu différente de celle dont on parlait tout à l'heure, c'est que ce sont des dépenses en investissement qui sont absolument considérables. À chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, tout de suite on parle en milliards de dollars supplémentaires pour construire les usines qui vont fabriquer les wafers et puis donc les puces à définition de plus en plus précise. Donc c'est vraiment une industrie qui est en grand bouleversement et vraisemblablement on va arriver à quelques acteurs d'ici 5-10 ans. Donc bon, est-ce que cette fusion va être réalisée ? Il y a quelques problèmes de concurrence quand même. Oui. C'est pas...
Alors, dernier point qu'il faut souligner, c'est qu'à 70 $ l'action, donc c'est la proposition qui a été faite, donc on dit 70 $, ça va pas, mais on arrive à 130 milliards, c'est quand même près de 30% de la dernière cotation. Donc c'est une proposition qui est assez supérieure à la valeur de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de l'acheter. Sachant que Qualcomm, on en a parlé, il y a quelques petites difficultés avec un de ses clients principaux qui est Apple, puisque Qualcomm a beaucoup de brevets en fait. Oui. Sur les puces que vous achetez, même si elles ne sont pas de marque Qualcomm, vous devez reverser en tant que constructeur des brevets à Qualcomm, et il y a des gros... Ils repasseront le bébé à l'acheteur qui récupérera à la fois... qui fera en charge de négocier avec Apple. Bon. Et bref, ça diminue aussi la valeur potentielle, donc pour les actionnaires, il y a peut-être un intérêt à se laisser racheter par Broadcom. Enfin bref, suite au prochain épisode. Et là, je pense que ça va être une saga assez longue. Oui, ça ne va pas se faire en une semaine. On aura l'occasion d'en reparler. C'est pour ça que ce n'est pas la semaine prochaine, mais les semaines, voire les mois à venir. Et puis pour conclure, notre inévitable coup de cœur, coup de gueule. Alors là, on hésite, je crois, parce qu'on parle de Twitter. Qui lève la fameuse barrière des 140 caractères et qui la multiplie par 2. Alors, on avait déjà parlé de Twitter la semaine dernière, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la semaine où le compte de Donald Trump avait été interrompu pendant 11 minutes. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles sur l'enquête interne qui a été faite, puisque c'était un employé de Twitter qui avait pu déconnecter. Et là, donc, effectivement, c'est une annonce qui avait été faite il y a quelques temps, quelques semaines, et c'est maintenant officiel pour tout le monde. C'est officiel, c'est-à-dire qu'on peut l'expérimenter, et donc on passe effectivement à 280 caractères. 280 caractères, en gros, ça fait 3 lignes à peu près, 3 lignes de texte, et j'ai regardé, puisqu'on prend toujours enfin, je me suis référé au Twitter en chef Donald Trump. Il a utilisé déjà cette nouvelle facilité, puisque en fait lui, il avait l'habitude, comme il tweet beaucoup, comme tout le monde sait, et que parfois il n'est pas assez synthétique, il utilise 4 tweets pour faire une grande phrase, et donc ça lui permet de mettre beaucoup de choses dans un seul tweet. Et là, il est utilisé d'ailleurs pour sa fameuse déclaration où, en gros, lors de son voyage en Chine, où au lieu de dire que c'était les méchants Chinois, c'était les idiots américains qui n'avaient pas été capables finalement de résister à la pression chinoise, et donc tout ça en 200. D'ailleurs, j'ai mesuré 280 caractères pile, donc une précision dans le jet qu'on peut. Donc on reste toujours sur donc coup de cœur, coup de gueule, on ne sait pas encore, suite au prochain numéro. Eh bien, merci Guy pour cette analyse et cette synthèse. Merci à vous, chers internautes. Je vous propose, avant de nous retrouver la semaine prochaine, je vous propose, si vous le souhaitez, de découvrir l'interview de notre invité de la semaine, Mathieu Brignone de la société Commvault, qui œuvre dans le secteur de la sauvegarde, pour faire simple. Mais je vous laisse découvrir l'interview vidéo pour mieux comprendre le métier de Commvault. En attendant, encore une fois, excellente semaine à toutes et à tous, et je vous propose de nous retrouver même lieu, même heure, la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Merci.